Voilà, très simplement, avant que vous ne commenciez vos travaux, juste un mot de bienvenue dans ce magnifique foyer central de l'Opéra de Toulon. On est heureux, cette salle est le témoin de bon nombre de manifestations qui touchent la vie de la cité. Et là, le titre, puisque le titre de la matinale, je vois, c'est les centres-villes. Donc l'opéra est au cœur de Toulon, à travers son approche du monde économique, notamment à travers notre cercle d'entreprise. Nous essayons au maximum de coller à la vie et au développement économique de l'ère toulonnaise. Et donc Honoré Bonnet, avec moi qui est absent, là, qui est à Paris pour des auditions, ne peut que se réjouir de vous accueillir. Voilà, donc très bonne matinée de travail. Bien, merci pour votre accueil, merci d'avoir mis à disposition ce magnifique lieu, qui est un lieu de culture prestigieux de notre métropole de Provence-Méditerranée. Je voudrais vous saluer toutes et tous, bien entendu, et en particulier les élus qui sont ici présents, ils sont nombreux, Toulon, représentant le conseil départemental, de la gare, du Pradé, pour ceux que j'ai vu, ça j'avais oublié, qui ne se sont pas encore présentés, mais donc je les remercie de participer à cette deuxième matinale, donc organisée par l'ODA. On a l'habitude de voir notre agence d'urbanisme comme une agence de production de documents comme le SCOT ou le PLH ou le PDU. Désolé de parler de cycle, mais enfin, là j'ai affaire à un public averti, donc je peux le faire. Dans l'observatoire également, avec l'observatoire de l'habitat et du stationnement, mais aussi dans le suivi de projets des centres-villes. Mais l'agence, c'est aussi une plateforme qui capitalise les expériences innovantes, audacieuses, des références réussies, qui nourrit le débat public et suscite des échanges entre les acteurs sociaux. Je rappelle que l'agence a été créée en 2003, initialement pour accompagner le développement de l'ère toulonnaise autour de membres historiques que sont l'État, le département, TPM, bien évidemment, et le SCOT Provence-Méditerranée, mais qu'elle rayonne aujourd'hui à l'échelle du département et compte 18 membres. L'équipe de l'ODATRA a souhaité mettre en place une nouvelle forme de partage avec ses membres, mais aussi avec ses partenaires, les matinales de l'ODATRA. L'objectif de ce nouveau rendez-vous est de partager des témoignages d'acteurs locaux ou d'experts nationaux et d'échanger sur un sujet d'actualité au travers de rendez-vous réguliers. La première série qui se compose de 5 matinales donc concerne les centres-villes. L'ODATRA offre donc une occasion de partager, de se questionner ensemble sur cette problématique qui nous concerne tous. C'est vrai que tout à l'heure on en parlait de l'aparté, les centres-villes, que ce soit les centres de grandes villes comme Toulon, ou de villes importantes comme Hyères ou la Seine, ou même de petites villes comme le Pradé, ou bien l'Accro, ou Aulioul, ou la Valette, par exemple, ou encore de villages comme le Revest ou le Venos, etc. Eh bien, je pense que les élus que nous sommes, nous avons cette préoccupation de voir cette évolution des centres-villes et des centres de village qui puissent se faire en harmonie pour éviter que ces lieux ne deviennent des cités d'ordre. Donc, ce qui fait l'originalité ou la spécificité du programme qu'on va vous présenter, c'est que la question des centres-villes est envisagée sous toutes ses dimensions. Vous voyez le programme, les projets globaux qui ont été le thème de la première matinale, les fonctions économiques dont on va parler aujourd'hui, mais aussi les espaces publics dont on parlera en avril, le rôle du manager de centre-ville en juin, et ou encore l'habitat en centre-ville en septembre. Donc l'agence a le mérite d'initier cette nouvelle forme d'échange
mais elle est aussi heureuse d'associer d'autres acteurs à l'organisation des différentes matinales. Et ces acteurs, il se trouve que ce sont nos partenaires depuis le départ également. C'est le cas aujourd'hui de la Chambre des métiers et de l'artisanat et de la région Provence-Côte d'Azur et du Var, donc représentée par le président Roland Rolfo, qui est ici présent, et la Chambre de commerce et d'industrie du Var, donc par Éric Mascaro, qui représente également la CCI au sein du conseil d'administration de l'ODA. Ces deux chambres consulaires sont membres historiques de l'agence et sont des acteurs incontournables du développement économique de nos territoires et de nos centres-villes. Je suis donc très heureux de leur donner la parole aujourd'hui pour introduire cette matinale. Mais avant cela, je voudrais vous présenter la personne qui est à côté de moi, mais vous avez déjà sur le programme, évidemment, vu et lu donc, toutes les qualités de M. David Destou, expert national sur les questions de redynamisation économique des centres-villes, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Il va nous parler de sa méthode à 360 degrés, donc déjà ça nous interpelle beaucoup, et ça nous plaît, pour revitaliser les centres-villes et les nouveaux défis économiques des centres-villes. Il nous en dira plus tout à l'heure. Je laisse donc la parole dans l'ordre à la Chambre de métier, ensuite à la Chambre de commerce, et ensuite M. David Destou, c'est vous qui prendrez la parole. Je vous en prie. Ah, ben oui. J'aurais pu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la Chambre de métier est très attachée à la préservation des centres-villes, à leur redonner de l'attractivité, leur rôle de fonction de centralité, et surtout, on sait très bien tous que c'est aussi un vecteur de lien social. Donc la Chambre de métier met en place plusieurs opérations, notamment nous signons régulièrement, et nous avons fait avec M. Léventier au LUB, des chartes de soutien à l'activité de proximité, où la commune s'engage entre autres à faire la promotion de notre label consommer local, consommer artisanal. En fait, l'idée de ce message, c'est à la fois que le consommateur averti devienne un acteur et cela puisse favoriser les circuits courts et la production locale. Finalement, à travers cela, ça a aussi un impact sur l'environnement à travers une consommation responsable. On a aussi, à travers le développement du numérique, on a besoin d'accompagner les artisans pour qu'ils puissent s'adapter et rester attractifs, notamment ceux du centre-ville. On les accompagne donc à la transition numérique. L'opération consiste à voir avec eux pour mettre en place une stratégie numérique pour l'économie de proximité et de cœur de ville, afin de permettre aux entreprises de devenir plus compétitives en apportant une réponse aux consommateurs connectés. Donc l'opération a pour ambition d'accompagner les entreprises artisanales à la digitalisation de leur activité. Donc on leur fait comprendre que la révolution digitale n'est pas un effet de mode réservé aux grandes entreprises, mais qu'ils sont bien, je dirais, aussi intéressés. Donc il faut déjà les convaincre, d'adhérer au programme, et puis donc à travers l'information, il y a des interventions de consultants pour identifier les besoins, et ensuite une formation qui est mise en place pour les aider à mettre en place ceci. Nous avons aussi une opération éco-défi des commerçants et artisans qui permet de faire réagir un petit peu sur tous ces sujets comme l'énergie, le transport, les déchets, les écoproduits, la gestion de l'eau, l'emballage. Cette opération donc, qui a pour objectif de mobiliser autour de la question environnementale les commerçants et les artisans du cœur de ville. L'opération Label Éco-Défi permet d'impulser les dynamiques pour redynamiser un centre-ville, communiquer auprès des citoyens, valoriser les artisans et commerçants locaux. Et enfin, on a aussi les métiers d'art qui peuvent être aussi un atout pour l'économie de proximité et le tourisme. Alors vous, c'est en place. À titre d'exemple, nous menons actuellement une opération avec la ville de Saint-Maximin pour la mise en place d'un circuit des métiers d'art en cœur de ville en lien avec l'attractivité touristique de la basilique. Nous coordonnons un circuit découvert des métiers d'art sur tout le Var. Voilà un petit peu ce que fait la Chambre des métiers. Bon, ce n'est pas exhaustif, mais c'était des exemples de ce que nous pouvons faire.
Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur le Président et merci à l'ODAT d'avoir organisé ces manifestations et ces matinales autour d'un sujet aussi important que celui de la dynamisation, de la redynamisation des centres-villes. On voit combien ce sujet est important puisque l'État s'en est saisi et donc aujourd'hui une action cœur de ville est lancée et notamment nous avons sur le territoire du Var 2 communes qui sont impliquées dans ce programme que sont Draguignan et Brignoles. Donc effectivement, autour de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, nous sommes convaincus que c'est un travail collectif qui permettra, alors, sans déflorer bien sûr la vision 360 degrés que nous expliquera David Lestou, nous sommes quand même convaincus qu'il y a à travailler tous ensemble pour redynamiser les centres-villes et notamment, je pense aux commerçants eux-mêmes, aux associations de commerçants pour travailler sur l'offre et les services que nous pouvons apporter aux citoyens et aux consommateurs d'aujourd'hui. Offre et le changement sociétal nous démontre que les citoyens et les commerçants et les consommateurs ont pris des options différentes. Hier, on ne prônait que par l'hypermarché. Aujourd'hui, on voit bien que l'hypermarché a atteint ses limites et qu'il y a un regain d'attractivité des centres-villes souhaité par les consommateurs et les citoyens. Et donc c'est à ce titre que nous devons travailler sur ce sujet-là. Bien entendu, les urbanistes, je pense que c'est important dans la conception de la ville, et vous l'avez démontré déjà à Toulon avec de très belles réussites, pas qu'à Toulon. Les urbanistes ont à travailler sur le déplacement piéton dans une ville, dans les aménagements d'espaces urbains, dans la mixité sur ces centres-villes, à la fois la répartition entre l'habitat, entre le commerce bien entendu, mais pas que, l'entreprise, les étudiants, et on voit bien que c'est aussi des démarches qui sont engagées sur notre métropole et sur le département du Var. Et donc il y a une vraie nécessité à travailler ensemble sur ces sujets-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'instance de gouvernance, parce que pour moi, ce n'est pas un plan d'action qui fait dans un coin, même en collectif, qui fera la réussite. C'est vraiment la gouvernance, c'est-à-dire l'animation de ce plan d'action qui va permettre dans la durée d'amener à trouver les solutions qui sont spécifiques à chaque territoire, mais qui devront être suivies de décisions et de mise en œuvre. Et pour mettre en œuvre, nous n'avons pas mieux que les instances politiques, puisque la décision appartient à l'instance politique pour faire les choix et les bons choix, donc guidés par ce que nous pouvons apporter en termes d'expertise, mais l'instance politique est la pierre angulaire de cette position. Donc, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, consciente de ces enjeux-là, nous avons mis en place un groupe de réflexion qui est animé par un collègue élu, qui s'appelle Marc Orfeo, qui travaille à la réflexion et à la mise à disposition d'outils pour que ces acteurs puissent s'en emparer et travailler et améliorer le dispositif pour dynamiser un centre-ville. Alors, je ne vais pas faire de redit parce que mon collègue, le président Rolfo, a déjà dit certains sujets, mais je voulais quand même revenir sur quelques spécificités qui sont celles de la Chambre, et notamment Caractive. Alors, Caractive, c'est quoi? C'est un outil d'analyse quantitatif et qualitatif de l'appareil commercial varois. Donc, c'était une étude qui a été réalisée pour chaque bassin d'emploi, qui est à disposition de ces bassins d'emploi et qu'on a porté, bien sûr, auprès des acteurs politiques et économiques de chaque territoire pour qu'ils puissent bien connaître leur territoire avant de prendre des décisions qui s'imposent. 2 observatoires aussi sont à disposition, ils sont mis en place au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Un observatoire de la conjoncture et un observatoire des soldes qui permettent aussi d'apporter des éléments structurants et des réflexions avant de prendre des décisions. En matière de nouvelles technologies, le président Rolfo l'a bien sûr exprimé, c'est tout ce qui touche au numérique. Aujourd'hui, force est de constater que le commerçant seul dans son échoppe n'a pas toujours la conscience du poids et ce qu'il pourrait faire avec le numérique. Il a l'impression qu'il y a 2 mondes, c'est tout au moins ce que je ressens quand je discute avec les commerçants, mais vous êtes là pour contrarier bien entendu. Il y a le commerçant qui se trouve esselé, et puis il y a le monde du numérique
qui a une croissance régulière et significative chaque année, voilà, et qui lui, malheureusement, il souffre de ça. Je pense qu'il faut intégrer le numérique dans le commerce de proximité, parce qu'on peut aussi faire des choses sur le numérique, et notamment c'est indispensable, à mon avis, que le commerce d'aujourd'hui se transforme vers les technologies du numérique. Pour cela, nous animons des ateliers pour des commerces, de façon à ce qu'ils travaillent sur tout ce qui est notoriété de leur commerce, page Facebook, voilà. Tous ces sujets-là sont abordés. Et puis une opération qui s'appelle DigiShop, qui est l'accompagnement personnalisé des commerçants qui désirent effectivement, comme je vous l'ai dit, mettre en place dans leur stratégie commerciale des éléments liés au numérique. La sensibilisation à l'importance de l'accueil client, effectivement, le service et l'offre que proposent les commerçants est indispensable à la fidélisation et à la dynamisation d'un centre-ville. Et pour cela, la Chambre de commerce a mis en place un label qui s'appelle Qualité Tourisme, et puis également une sensibilisation sur la spécificité de notre métropole qui est la capacité à accueillir des croisiéristes. Et donc on a aussi sur ce sujet-là un travail spécifique que l'on fait avec les commerçants, et donc au travers d'un label qui s'appelle Cruise Friendly, qui est une charte qui permet donc aux commerçants de s'engager à accueillir les croisiéristes de certaine manière, de pouvoir proposer, de parler anglais notamment. Voilà. Il y a des éléments qui nous semblent importants, mais qui sont propres cette fois-ci au territoire de notre métropole, qui, vous le savez, accueille un certain nombre de croisiéristes non négligeables et qui apportent une partie de l'économie à ces commerçants. L'animation des réseaux, ben oui, la Chambre de commerce et d'industrie du Var aide et soutient les associations de commerçants, hein, donc telles que locales, pour ce qui nous concerne ici localement. Et puis des opérations plus spécifiques qu'on appelle le Sécurité Commerce 83, la sensibilisation aux normes d'accessibilité, là aussi il y a des choses qui sont réglementaires et qui s'imposent aux commerçants. L'éco-défi, je n'en dirai pas plus parce que le président Rolfo en a parlé, hein, notamment sur la sensibilisation à la gestion des déchets. Et puis des choses très thématiques comme le droit à la péremption, des sujets que nous sommes en capacité de proposer aux commerçants en fonction de leurs attentes et de leurs demandes. Donc voilà, sans être non plus très exhaustif, voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance ce matin, et encore merci. Et puis je crois que maintenant nous allons assister à cette brillante présentation de M. Listou. Il va nous apprendre plein de choses. Bien, merci M. Mascaro et merci M. Rolfo. Mesdames et messieurs, vous voyez très bien que les chambres consulaires ne restent pas l'arme au pied, si je puis dire, donc ont pris de très nombreuses initiatives. Donc je pense notamment aux chambres de métier avec le concept acheter local, consommer local. Donc c'est un concept qui a été bien mis en avant. Et puis la Chambre de commerce qui multiplie ces initiatives et qui a quand même sur la métropole, avec la race de Toulon et avec les croisiéristes, une lourde responsabilité à ce niveau-là, et il doit beaucoup s'impliquer. Alors, M. Mascaro, vous avez évoqué un programme qui est un programme gouvernemental dont on peut déplorer, si je puis dire, qui ne touche que 2 communes du département du Var, même si ce sont des communes importantes, Brignoles et donc Draguignan. Mais le Var, c'est 153 communes. Bon. On va peut-être, il y a des petits villages qui par eux-mêmes fonctionnent déjà très bien, comme Ribou par exemple. Mais il y en a d'autres qui ont besoin aussi de tout ça et qui vivent cet élément qui est un autre élément que M. Lescou va peut-être nous présenter, qui est un élément de vouloir vivre à la campagne, ou en tout cas pas très loin de là où on travaille. Donc ça occasionne pas mal de flux. Et ça génère quand même une augmentation de population dans certains villages voisins. On va assez loin aujourd'hui, on va à Roque-Baron, on va à Méhoul, et un peu plus loin. Et donc, là aussi, je veux dire que le problème est peut-être encore plus crucial qu'ici, parce que ces gens-là vont vivre dans ces villages-là, et en fait, ils travaillent dans l'air communautaire. Donc, on ne parlera pas, c'est pas le sujet aujourd'hui, même si ça n'est pas le prochain débat, celui du transport et celui du transport autonome, mais on va parler bien sûr des centres-villes. Et donc moi je pense que l'intérêt de la démarche que nous faisons ici avec l'ODAT, c'est justement un atelier qui touche tous les centres-villes, y compris
ceux qui ne bénéficient pas, ça veut dire tous les autres, du regard particulier de l'État. Donc c'était de ça, M. Lestou, dont nous allons parler. Alors moi je vais proposer aux deux représentants des chambres consulaires qui sont là, et moi-même on va descendre, et puis je crois que vous aussi vous préférez être debout pour présenter votre sujet. Je vais vous laisser la parole, je vais vous dire que on réalise déjà un premier exploit. D'abord, on a fait tous à l'heure, je vous remercie d'avance toutes et tous, parce qu'on a commencé à 9h15. Et on avait prévu, parce que des fois on est un peu bavard, on avait prévu pas mal de temps pour passer la parole à M. Lestou à 10h, et en fait je lui passe 20 minutes avant. Donc on a, pour lui, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais pour nous certainement. Voilà. Bonjour, je chanterai une petite chanson sur la scène de l'opéra pour donner le temps si je ne suis pas assez long. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir effectivement de vous retrouver ce matin pour travailler sur ce sujet des centres-villes. Donc pour continuer juste la présentation, donc, moi j'ai créé il y a quelques années un cabinet qui s'appelle Lestou et Associés. On est vraiment spécialisé et on travaille chaque année avec une trentaine, une quarantaine de communes qui veulent revitaliser, redynamiser leur cœur de ville. Et ça à peu près sur tous les territoires français, sur des grandes villes, sur des villes beaucoup plus petites. Et il s'agit effectivement d'intégrer l'ensemble des problématiques décentralisées. J'ai eu l'occasion aussi d'écrire les bases du plan Action Cœur de Ville, puisque j'ai été rédacteur aussi du rapport national sur les centres-villes l'an dernier. Donc, un grand plaisir de partager ce sujet, grand plaisir d'avoir 20 minutes de plus pour en parler. Il y aura 20 minutes de questions. Grand plaisir aussi de voir le ciel bleu. Ce matin, en arrivant, je me suis dit que, venant de la Bretagne et travaillant depuis quelques semaines uniquement sur la moitié nord de la France, je pense que j'ai pas vu le soleil depuis le début du mois de janvier. Donc, je suis ravi et heureux. Alors, on va parler de centre-ville. Alors, juste quelques éléments. Se casse complètement. Quelques éléments d'introduction et quelques éléments et quelques prérequis. On va parler des centres-villes avec finalement un titre qui est imaginé aujourd'hui centre-ville de demain. Première chose, c'est de se dire que l'enjeu lorsqu'on revitalise un centre-ville, c'est surtout d'éviter de se dire « Ah, c'était super bien le centre-ville d'hier et on va essayer de refaire la même chose ». Il va falloir qu'on rentre dans une démarche véritablement d'innovation et de différenciation, parce que les modes de vie ont changé et le commerce change profondément. Donc on ne retrouvera jamais le centre-ville d'hier. Il va falloir qu'on soit dans cette démarche de prospective. Deuxième élément, le sous-titre, c'est des fonctions économiques réinventées pour nos centres. Dans la fonction économique, trop souvent, on résume la fonction économique des centres-villes à la question du commerce. Mais ce matin, on va parler aussi de l'ensemble des fonctions économiques dans le centre-ville, de l'artisanat, des amas de production qu'on peut trouver dans les centres-villes, mais aussi toute la question du tertiaire. On a remarqué que depuis une bonne quinzaine d'années, si ce n'est une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on fait en France? C'est que les emplois de centre-ville liés au tertiaire public, tertiaire privé, d'ailleurs beaucoup de tertiaires privés, on le met de plus en plus sur la périphérie. Et on se retrouve finalement sur des centres-villes qui n'ont plus beaucoup d'emplois. Et donc plus beaucoup d'actifs qui viennent. Donc on va vraiment aborder la question du centre-ville et des fonctions économiques du centre-ville sur le commerce, bien évidemment, mais pas seulement, sur l'ensemble des fonctions économiques. Troisième prérequis, ou en tout cas troisième mot d'introduction que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on travaille la revitalisation d'un centre-ville, tel qu'on le fait depuis 10 ans, 20 ans, vous avez connu les dispositifs de type FISAC, etc. Je pense qu'on a trop travaillé sur la question du commerce. Mais pas assez sur la question des facteurs de commercialité, c'est-à-dire les trucs qui font que le commerce fonctionne. C'est pas parce que le commerce sera attractif que les gens viendront. On a besoin de travailler sur l'habitat, on a besoin de travailler sur les mobilités, on a besoin de travailler sur l'emploi en centre-ville. Le commerce, et ça sera de plus en plus ça dans les années qui viennent, ça sera plus un truc qui créera des flux, mais le commerce pour vivre aura besoin des flux créés par d'autres équipements. Ça, c'est le vrai changement. Donc il va falloir qu'on l'intègre. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie, après avoir balayé les évolutions du commerce, on va regarder de quelle manière on peut travailler ce que j'appellerais moi les facteurs de commercialité, les conditions impératives pour que le commerce fonctionne. Il ne suffit pas de donner de l'argent aux commerçants pour que le commerce fonctionne.
Il ne suffit pas d'aider les commerçants à rénover leur point de vente, à mettre leur commerce aux normes d'accès au PMR pour que le commerce fonctionne. Il faut travailler aussi sur tout l'environnement. C'est le troisième mot d'introduction. Et quatrième mot d'introduction que je voulais, en tout cas, quatrième idée en introduction que je voulais partager avec vous, c'est que dans un centre-ville, sur la fonction économique, on se focalise de trop sur un autre truc, si je puis dire, c'est le stationnement. Pour moi, le stationnement, en termes d'attractivité commerciale, ça ne sert pas à grand-chose. En termes d'attractivité commerciale. Parce que moi, j'ai la chance, depuis une vingtaine d'années, de réaliser, je pense, chaque année, avec mon agence, 10, 20 000 enquêtes de consommation par an. J'ai jamais entendu un consommateur qui disait « ce centre-ville, c'est vraiment pas agréable de s'y balader, les commerces sont pas terribles, les horaires d'ouverture sont pas du tout adaptés, mais je viens parce qu'il y a du stationnement. » Ça n'existe pas. On ne vient pas pour le stationnement, quelque part. On vient parce qu'il y a de l'attractivité. Et le stationnement, c'est un truc de second niveau. Mais ce n'est pas une fonction stratégique. Donc, j'aimerais bien que dans la discussion qu'on ait tout à l'heure, on parlera certainement un peu de questions de stationnement et d'accessibilité, bien évidemment. Mais ce n'est pas le stationnement qui crée l'attractivité. Le stationnement est une condition au fonctionnement du commerce. Et je vais prendre un autre exemple. J'ai un exemple en tête d'une ville, la région des Pays de la Loire. Vous savez, quand on fait une étude de centre-ville, on regarde toujours le nombre de places de stationnement comparativement au nombre de commerces. Globalement, pour qu'un centre-ville fonctionne, il faut qu'il y ait aux alentours de 5-6 places de stationnement par commerce. Moi, j'ai une ville là, que j'ai à l'esprit, on a 25% de taux de vacances du commerce. Mais quand je comptabilise le nombre de commerces vacants et en activité, que je fais le rapport par rapport au nombre de places de stationnement, je suis à 15 places de stationnement par commerce. Mais le commerce marche pas. Donc on voit bien que le stationnement est important, mais ce n'est pas la condition suffisante. Donc voilà quelques introductions, quelques mots d'introduction, pardon, qu'on va décliner sur la question donc, de la transformation du commerce, de la transformation du centre-ville. On fera aussi un petit point, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question des SCOT, des PLU, des PLUI, c'est-à-dire comment on protège le centre-ville dans les documents d'urbanisme aussi. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'il va falloir que l'on traite. Et en plus, avec les évolutions législatives, avec la loi Elan, on va voir là aussi des nouveaux leviers activés. Et puis on terminera par quelques éléments sur les 5 marqueurs de la transformation que je vous invite effectivement à intégrer dans vos différentes stratégies, telles qu'on le fait au quotidien avec les collectivités sur lesquelles on peut intervenir. Alors, vous êtes assez nombreux et c'est bien d'avoir une participation aussi importante. On ne va pas faire un tour de table, mais je voudrais juste savoir dans la salle qui est élu. Qui est commerçant. Qui est commerçant élu. J'avais remarqué tout à l'heure, effectivement. Qui est technicien soit d'une collectivité, soit d'une chambre consulaire. Très bien. Et qui est content d'être là. C'est parfait. Alors, si j'ai une autre question, vous verrez qu'elle a beaucoup de sens tout à l'heure. Qui est né après 96, 1996? Ok. Personne n'a essayé de tricher, c'est vrai. Mais vous allez voir que ça a du sens parce qu'il y a des changements sociologiques qu'on développera tout à l'heure. Alors, la question des centres-villes et des centres-bourgs. Comment on l'aborde généralement? On l'aborde toujours, moi, toutes les missions que je peux commencer avec une collectivité commencent toujours de la même manière. En disant, on a un problème, on a un taux de vacances du commerce qui augmente. Alors oui, sur les villes moyennes, lorsqu'on a fait le rapport national sur les villes moyennes pour le ministère, on a fait le constat, comme de fond, qu'on est passé, en même pas 10 ans, de 6% de taux de vacances du commerce dans les centres-villes à quelque chose comme 13% aujourd'hui, en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des villes qui sont très en dessous et des villes qui sont très très au-dessus. Bon, effectivement, on en parle beaucoup, ce taux de vacances. Et on se dit, en voyant ce taux de vacances, il y a un problème de commerce. Les commerces ferment, il y a une vraie fragilisation du commerce. Oui, il y a une fragilisation du commerce. Oui, il y a des changements. Mais, finalement, cette illustration
de l'augmentation du taux de vacances, est-ce qu'elle est seulement le symptôme d'un commerce qui change, ou est-ce qu'elle est finalement aussi le symptôme ou la conséquence d'un centre-ville qui ne joue plus son rôle à l'échelle d'un territoire? Parce que quand on regarde bien, est-ce qu'il y a moins de commerces de proximité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de petits commerces, est-ce qu'il y a moins de commerces de moins de 300 mètres carrés? J'ai dit une bêtise, non. Est-ce qu'il y a moins de commerces de moins de 300 mètres carrés sur les territoires? Non, pas du tout, il y en a de plus en plus. Sur tous les territoires sur lesquels je peux travailler partout en France, on voit que le nombre de petits commerces ne cesse d'augmenter. Mais ces petits commerces qui se créent à 80% en dehors des centres-villes. Les boulangeries, les pharmacies. Je travaillais l'autre jour avec la Confédération de la boulangerie au niveau national, on intervenait à leur congrès. 80% des boulangeries créées en France l'ont été en dehors des centres-villes depuis 2008. Et puis, on peut tirer le fil de cette manière. D'ailleurs, si on y prend garde, on pourra peut-être même se poser la question, est-ce que le centre-ville ou le centre-bourg ne sera pas le rond-point? Bien avant le phénomène des Gilets jaunes, j'avais écrit une petite note là-dessus, en disant, à force de laisser les fonctions le long des axes de flux, on est en train de créer finalement des lieux de vie sur les ronds-points. Donc finalement, l'augmentation du taux de vacances des commerces n'est pas une problématique de fermeture de commerce à l'échelle d'un territoire, elle est juste une problématique de répartition différente des commerces dans l'espace. Premier élément. Et deuxième élément, en même temps qu'on envoyait les commerces de petite taille, je ne parle même pas des grandes surfaces, en même temps qu'on envoyait les commerces de petite taille vers les espaces commerciaux, même pas les espaces commerciaux, sur les ronds-points, sur les axes de flux, qu'est-ce qu'on a fait? Les cabinets médicaux, où est-ce qu'on les met de plus en plus? Les services publics. Dès la semaine dernière, à Béthune, je travaille beaucoup avec l'agence urbaine de Béthune. Pôle emploi, une région avec un taux de chômage considérable. Béthune, Lens, Liévin, Hénin, Carvin. Ils ont restructuré le réseau de Pôle emploi. Les Pôle emploi, ils les ont dit où? Sur les ronds-points. Ils viennent de se rendre compte que 50% des demandeurs d'emploi n'avaient pas de voiture. Non, mais j'insiste, et on pourrait en sourire, mais la problématique, c'est qu'on fait que ça en France depuis 10 ans ou 15 ans. Et que finalement, la digitalisation des centres-villes est à la fois liée au glissement du commerce de proximité sur les lieux de périphérie, ou sur les lieux de flux, mais en même temps, on a fait glisser vers les espaces de flux aussi les équipements qui font venir en centre-ville. Un autre exemple, petite commune au nord de Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac, 12 000 habitants. Création d'une maison des services publics. On est en phase de revitalisation du cœur de ville. 5 millions d'investissements de la part de la collectivité. La maison des services publics, on la met où? Sur le parking du supermarché. Avec 5 millions d'euros, je pense qu'on aurait pu restructurer une quinzaine de cellules commerciales dans la rue principale qui était vacante et mettre des services publics à cet endroit-là. Donc essayons de regarder aussi, est-ce que la problématique est simplement une problématique commerciale, ou est-ce que finalement l'augmentation du taux de vacances, c'est pas juste le marqueur d'un centre-ville qui joue plus ses fonctions? Donc il va falloir qu'on s'interroge de cette manière-là, c'est pour ça qu'on va aborder le sujet en deux temps, le commerce pour commencer, et la question des différentes fonctions du centre-ville, le centre-ville à 360 degrés comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors sur la question de la transformation, on est dans une transformation du commerce, on est dans une révolution commerciale qui est considérable. Je pense que la révolution commerciale qu'on vit là, et qui va impacter l'activité économique des centres-villes, elle est au moins de la même puissance que celle qu'on a connue dans les années 60-70 avec l'explosion des grandes et moyennes surfaces. On est à peu près dans ce même chamboulement, alors différent, mais on a des changements de mode de vie, comme dans les années 70, très fort. On a des changements de mobilité, comme dans les années 70, très fort aussi, et puis on a l'apparition de nouvelles formes de commerce, comme dans les années 70 aussi. Et donc, je pense que tout ça, on a besoin de l'intégrer en regardant différents phénomènes que j'ai essayé de lister, sans que ça soit exhaustif, mais avec toujours en repartant des modes de vie, ce qui se passe sur les territoires. Premier élément, c'est que, alors on va juste l'aborder ici, premier phénomène, on a ce que j'appelle, moi, un décrochage quantitatif. Alors, pour bien comprendre le décrochage quantitatif, nous, ce que l'on a fait, c'est que, je vous ai fait un graphique que j'utilise assez régulièrement,
sur une moyenne à peu près d'une cinquantaine de territoires en France sur lesquels on a pu travailler ces 2 dernières années. On a pris un truc, on a fait ici 2008, on prend un indice 100 et on regarde comment les mètres carrés commerciaux ont augmenté sur finalement une dizaine d'années. On commence avec un indice 100 et on termine avec un indice 126, c'est-à-dire qu'en France, depuis 2008, les mètres carrés commerciaux ont augmenté à peu près de 26 à 30% selon les territoires. Je ne pense pas qu'ici on soit à l'écart de cette croissance, regardons quelques éléments. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir est-ce que la croissance des mètres carrés suit la croissance de population. Alors là, c'est plus compliqué. On prend la population moyenne, indice 100, et puis on arrive à 102,6. C'est-à-dire que les mètres carrés commerciaux aujourd'hui, et depuis 8 à 10 ans, augmentent entre 7 et 10 fois plus vite que la population. Je parle bien des mètres carrés commerciaux physiques. Dedans, je mets les mètres carrés de grande et moyenne surface, mais je mets aussi les mètres carrés de pharmacie, de boulangerie qui s'implantent sur les ronds-points. Tout ce sujet-là est intégré. Et puis, on pourrait se dire, mais finalement, il faut continuer la croissance des mètres carrés, puisqu'on sait très bien que la croissance des mètres carrés, depuis la nuit des temps, crée de l'emploi. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un hic. Parce que si on prend la même base, 2008, indice 100, et qu'on regarde les emplois dans le commerce, qui est là, et on finit à un indice à peu près 102. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corrélation entre croissance des mètres carrés et croissance de l'emploi sur les territoires. Ça, c'est important. Parce que, avant, lorsqu'on créait une zone commerciale, un nouvel espace commercial, on se disait, oui, ok, allez, c'est 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés, mais c'est 600 points en plus sur le territoire. Ça, c'était vrai jusqu'en 2006-2007. Depuis 2008, le commerce ne crée plus d'emplois. Et donc, ça va nécessiter qu'on se repose la question. Parce que, est-ce qu'avant d'ouvrir des terrains à l'urbanisation commerciale, de se dire, est-ce que finalement, les surfaces foncières qu'on va justifier en ouverture pour la création d'emplois, est-ce que c'est vraiment justifié? Et ça, c'est un véritable changement. Cette décorrélation entre croissance des mètres carrés et croissance de population, qui, s'il y a des corrélations, crée de la destruction d'emplois. Je connais 2 territoires en France. Il y en a un du côté de Strasbourg, c'est assez intéressant. On fait la même courbe, on commence à un indice 100. En 2016, on termine croissance des mètres carrés 2,8. 102,8, tout ça, grosse maîtrise. Croissance de population, on termine à 102,6. Croissance de l'emploi, on termine à 102,7. C'est-à-dire que lorsqu'il y a corrélation entre croissance des mètres carrés et croissance de population, on a la même croissance d'emploi. Lorsqu'il y a des corrélations, on détruit de l'emploi. On détruit de l'emploi avec des conséquences automatiques sur les centres-villes. Fermeture, moins d'emplois dans certains commerces ou chez certains artisans, ou de l'emploi qui était en CDI à temps plein qui passe en emploi temps partiel. Donc il va falloir aussi on s'interroge sur ce qui se passe sur les espaces de périphérie. Il ne s'agit pas d'opposer le commerce de proximité au commerce de périphérie, mais il s'agit de s'intéresser et de s'interroger sur ces évolutions. Deuxième phénomène que je voulais partager avec vous. Ah oui, un paradoxe énorme, énorme. On n'a jamais construit autant de mètres carrés commerciaux en France que depuis 2008. Depuis 2008, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme de moins en moins dans les commerces qu'on construit. Le grand défi de demain, c'est ça. Le grand défi de demain, ça va être non plus, et pas seulement, plus exactement, gérer l'opposition pour la segmentation ancestrale entre commerce de centre-ville et commerce de périphérie, mais l'enjeu, ça va être de se dire comment tous les mètres carrés commerciaux qu'on a construits depuis 2008 vont résister à la croissance du commerce digital. Vous savez, on estime qu'en France, on aura entre 20 et 25 millions de mètres carrés commerciaux de tronc à 2025. Majoritairement dans les zones commerciales de périphérie. D'ailleurs, on a sorti là une étude pour la DCF, l'Assemblée des communes et l'agglomération de France. Taux de vacances sur les périphéries commerciales en France, 8,5%.
Donc on commence à avoir là aussi des changements. Mais ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une autre matinale sur comment on va réinventer aussi le modèle des zones commerciales. Mais restons à notre question du centre. Donc, croissance du digital extrêmement forte, et si on prend, on n'a pas encore les derniers chiffres consolidés de 2018, donc on est encore sur les chiffres de part de marché 2017, mais quand on regarde la part de marché du digital, bien effectivement, on voit que sur l'équipement de la personne, l'habillement, on est à 13%. Quand il y a une dizaine d'années, du temps, qui n'est pas si vieux que ça, du temps de la Redoute, des 3.6, de Kell, de Neckermann, etc., on était à 1%. Juste pour montrer les écarts, c'est juste pour montrer l'évolution. Ensuite, quand on regarde les meubles, le meuble, on est à 13%, l'électroménager, on est à 18%, maison high-tech, tout ce qui est TVI, on est à 23%, et on est sur les produits culturels, physiques et matérialisés, on est à 45%. Donc il va falloir qu'on intègre cette notion, ce qui reposera la question de la place du centre-ville dans une économie numérique. Ça sera quoi? Le centre-ville numérique. Je préfère d'ailleurs parler de centre-ville numérique que de commerce numérique. Il y a des vraies différences par rapport à ça. Mais là, la question, c'est comment on va s'adapter à ça. C'est vrai pour tout le commerce territorial, qu'il soit de périphérie ou centre-ville. On a un défi qui est colossal. Quand on regarde les premiers chiffres de 2018, amplifiés par les mouvements sociaux qui ont bloqué les espaces commerciaux, je fais le pari que sur l'équipement de la personne, on sera certainement passé au-dessus de la barre des 16%. Donc tout l'enjeu, c'est de regarder comment le digital, il faut le prendre comme une concurrence, comme une menace, mais comment le digital aussi va pouvoir servir d'un levier de fréquentation. Et puis on voit aussi un autre changement sur le digital, c'est que les pure players du digital, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ouvrent des magasins. Et ça va être une autre tendance. C'est-à-dire que pour faire du chiffre d'affaires au digital, il faudra avoir des magasins. Amazon qui ouvre ses premiers supermarchés, certes sans caisse et sans caissière. La Fnac, regardons le modèle de la Fnac, qui s'est mis à réinvestir dans l'ouverture des magasins parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient plus de chiffre d'affaires sur Internet, sur les zones de chalandise où vous avez des magasins. Donc on est aussi sur la question du multicanal. Les deux sont aussi intimement liés, on appellera ça la multicanalité, l'omnicanalité, un petit peu comme. Donc ça aussi, dans la stratégie, on va y revenir, il faudra qu'on a. Troisième phénomène, alors là aussi une explosion considérable, qui vient se rajouter au précédent. C'est ce que j'appelle les marchés bis, les marchés de l'occasion. Ça explose considérablement. J'ai repris les éléments d'une étude européenne sur laquelle on travaille. C'est 44% des Européens, 49% des Français qui ont acheté ou vendu en occasion au cours de l'année passée. C'est considérable. Alors, on a connu effectivement l'explosion du Bon Coin, etc. Mais moi, je regarde aussi comment ma fille qui achète des fringues chez Zara, les garde 15 jours et les revend sur Vinted après. Le marché de l'occasion, c'est aussi ça. Je crois qu'on va rentrer aussi dans une économie de cycle court et de consommation de cycle court. Et je pense qu'il faudra qu'on se pose la question dans les centres-villes là-dessus. Comment on capitalise? Regardez, l'enseigne Camailleux qui a annoncé au mois de décembre qu'elle allait ouvrir dans ses magasins des corners de produits d'occasion. C'est-à-dire que vous avez acheté un petit top chez Camailleux il y a un mois, vous pouvez le remettre en vente chez Camailleux, vous pouvez le remettre en vente chez Camailleux, vous partirez avec un bon d'achat pour acheter chez Camailleux, évidemment. Mais comment un centre-ville peut capter ça de manière collective éventuellement? On a une vraie économie de seconde main qui est en train d'exploser. Mais, rendez-vous compte, si on rajoute le digital, plus l'économie de seconde main, ça fait un paquet de business qui se fait hors magasin. Et si on rajoute à ça un autre élément, je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais moi qui me préoccupe vraiment, c'est dans l'alimentaire. Quand je travaille sur des petits centres-villes, centres-bourgs, hier j'étais dans la région de Périgueux, à Marsac-sur-Lyon, Nontron. Les élus avaient tous la volonté de travailler l'offre alimentaire de proximité. Les fonctions de boucherie qui disparaissent. Et quand on regarde le marché de la boucherie aujourd'hui, il vient préempté de plus en plus par les agriculteurs qui font de la vente directe. Aujourd'hui, 5% des dépenses alimentaires sont réalisées en vente directe. C'est du hors-magasin, comme le digital, ce qui est du hors-magasin, comme l'occasion qui est du hors-magasin.
Et finalement, on est en train de construire une économie là où il y a plein de circuits bis qui s'organisent. Donc automatiquement, le commerce physique va devoir changer, va devoir s'adapter à ce bouleversement. Et donc sur la question des agriculteurs, il ne s'agit pas d'interdire la vente directe, il s'agit de se dire aussi comment les magasins de producteurs, c'est dans les centres-villes qu'on les travaille. Aujourd'hui, la plupart des magasins de producteurs, c'est rigolo de voir comme dans une démarche de développement durable, on les met aussi sur les ronds-points. Et j'ai peur que les centres-villes soient en train de passer à côté sur l'alimentaire, dans ce marché des produits du terroir, qui est le marché qui a la plus forte croissance. Plus 18% ces 3 dernières années, chaque année. Je mets produits du terroir et bio dans la même année. Donc là, on a vraiment des transformations importantes, et je pense que ça va nécessiter de réinventer la typologie de commerce qu'on trouvera dans les centres. Après le troisième phénomène, théoriquement, on va avoir le quatrième phénomène, voilà, sur aussi les évolutions de consommation. Alors, lorsqu'on doit profiler la revitalisation économique d'un centre-ville, on doit aussi regarder comment la consommation des Français évolue. Alors ici, je vous ai fait 3 blocs très synthétiques, très schématiques, très simplifiés, pour voir comment les postes d'achat évoluent dans le budget des ménages. C'est super important. Alors il y a des postes, ce qu'on appelle des dépenses contraintes en croissance. Le logement, l'énergie, l'essence, majoritairement, les dépenses de santé, d'enseignement, et tout ce qui est lié à l'automobile, tout ça progresse très fortement dans le budget des ménages. Sur les questions d'énergie et d'automobile, vous en parliez, Monsieur le Président, tout à l'heure, il y a un phénomène très très net. C'est que aujourd'hui, on vit de plus en plus loin de son lieu de travail. Donc on ne cesse, malgré les règles en France, la loi Grenelle 2008 qui nous dit effectivement qu'il faut diminuer les déplacements pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. Depuis 2008, qu'est-ce qu'on fait? On construit de plus en plus loin des lieux d'emploi. Qui conduit aussi aux problématiques d'accès qu'on peut avoir sur des pôles comme Toulon et d'autres villes. Et donc, ce qui conduit aussi dans le budget des ménages à avoir ce poids-là. Les fondamentaux du mouvement des Gilets jaunes, ils sont dans ce mouvement de fond, finalement, qui est le renchérissement du coût de déplacement à la base. Après, il n'y a pas d'autre chose qui se sont plus créées. Donc, on a des dépenses contraintes en croissance, mais on a aussi des dépenses plaisir en croissance. Et dans les dépenses plaisir, il y en a 3. Alors, les dépenses de communication. Je ne suis pas sûr que payer 3 téléphones portables ou 3 abonnements de téléphone portable soit une dépense plaisir dans une famille. Parce qu'on a des ados, etc. Mais bon, on classifie de... Mais dans les dépenses plaisir, on a l'augmentation colossale des dépenses de loisirs. Je crois que vous disiez que vous avez fait venir un anthropologue, que vous avez parlé de ce sujet-là, ici, à l'agence d'urbanisme, mais le temps consacré aux loisirs est de plus en plus important. Le consommateur est prêt, et souhaite d'ailleurs, passer moins de temps à faire ses achats pour passer plus de temps sur les loisirs. Avec les produits du terroir, les dépenses de loisirs, c'est le deuxième secteur qui s'accroît le plus chaque année en dépenses. Plus 10% de dépenses chaque année sur les dépenses de loisirs. Mais lorsqu'on veut travailler la question du centre-ville, il ne faut pas non plus être idiot, c'est-à-dire si le loisir s'accroît, bien comment on vient créer aussi des espaces de loisirs dans les centres-villes? Comment on travaille la place de l'enfant en centre-ville? Comment on travaille le côté ludique? Comment on travaille le côté découverte? Comment on travaille le côté culturel des centres-villes? Moi, je crois beaucoup à cette dimension-là. Parce que si on travaille que sur la question du commerce, de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison et de l'alimentation, qui sont des dépenses contraintes, c'est pas comme ça qu'on va faire s'accroître la fréquentation des centres-villes. Donc repensons aussi les bons leviers à activer. Et dans les dépenses en croissance, on a la restauration aussi. N'oublions pas que sur des territoires en plus, avec la dimension touristique qu'on peut avoir ici, on a à peu près un commerce sur 3 qui est aujourd'hui, dans nos territoires, un commerce de café ou de restauration. L'enjeu des espaces de convivialité, l'enjeu des activités de convivialité dans un centre-ville est un enjeu aussi extrêmement important. C'est ça aussi qui va faire venir dans un centre-ville. Donc il va falloir qu'automatiquement on profile l'aménagement du centre-ville, qu'on profile les activités économiques du centre-ville en prenant appui sur ces évolutions. Alors, pour l'équipement de la personne,
l'habillement, qui est un secteur qui est certainement l'un des plus impactés par le digital, et en plus par des dépenses en tassement, il va falloir innover. Il y a un enjeu de différenciation et d'innovation qui va être particulièrement colossal. Cinquième phénomène, toujours pour rester sur les évolutions sociologiques. Je voulais vous parler de ceux qui sont nés après 96, qui ne sont pas bien nombreux dans la salle. Alors pourquoi je voulais vous en parler, ceux qui sont nés après 96? Parce que d'un point de vue sociologique, c'est ce que l'INSEE, le CREDOC, etc. appellent la génération Z. Cette génération Z, elle est importante parce que ce sont les actifs, déjà ça commence aujourd'hui, mais les actifs de demain, qui sont des actifs qui ont une relation au monde et une relation au centre-ville et une relation au commerce qui est radicalement différente des générations Y ou X que nous sommes. La génération Z, déjà, c'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. Tout commence par une recherche sur Internet. Que ce soit un achat, un devoir de philo, tout commence par Internet. C'est une génération qui n'ira certainement pas pousser un caddie le samedi après-midi dans une zone commerciale. Ça sera une génération qui sera très consommatrice de drive, de services de livraison à domicile, toutes ces nouvelles formes de commerce. Par contre, par rapport aux autres générations, c'est une génération qui adore les centres-villes. Pas uniquement pour y faire des achats, mais c'est une génération qui adore les centres-villes pour la convivialité, pour l'espace de rencontre, pour les animations, pour le loisir. Et je pense que la question de la revitalisation des centres-villes se passera aussi impérativement par la capacité à attirer cette génération Z dans les centres-villes. Mais sur la question du commerce et des loisirs, mais sur la question de l'habitat, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, comment on adapte l'habitat de centre-ville aux besoins de la nouvelle génération? Appartements plus connectés, co-living, co-working, colloque, etc. On a plein de choses à voir. D'ailleurs, on en parlera pour la génération Z. Est-ce que les immeubles de bureaux qu'on fera demain seront les mêmes que ceux qu'on avait hier pour une génération Z qui ne travaillera certainement pas isolé tout seul dans son bureau? Avec en plus une génération qui sera de plus en plus profession indépendante, on le voit très nettement, une volonté de liberté aussi dans le travail. Et donc, il va falloir intégrer ces changements-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les centres-villes comme hier. Autre élément qui explique qu'on ne puisse pas faire les centres-villes comme hier, c'est aussi la question de la senior économie. Sur un territoire comme le département du Var, on sera sur entre 40 et 45% de la population qui aura plus de 60 ans dans les 10 ans qui viennent. En 10 ans, on aura tous 10 ans de plus, quoi qu'il en soit, mais cette question de génération senior économie va être un enjeu important, sauf que des seniors d'hier, qui étaient extrêmement fidèles au commerce de proximité, à l'artisanat de proximité. Leur relation à l'artisanat et au commerce de proximité, elle change complètement. Parce que ceux qui seront seniors, et on en sera quelques-uns quasiment dans 10 ans, on sera toujours connectés. Ah ouais, c'est parce qu'on deviendra senior qu'on mettra la tablette dans un tiroir. Donc ça veut dire aussi que le centre-ville n'aura pas les mêmes outils à utiliser pour aller capter cette population-là. Avec une population qui sera en demande de service, la notion servicielle, on va y revenir, sera là aussi un défi considérable. Et puis, troisième changement sociologique, je vous ai mis une aire de covoiturage. Parce que les espaces de commerce demain, ça sera, si on laisse le fil, si on tire le fil, comme je disais tout à l'heure, ça sera peut-être des ronds-points. Ça pourrait être des aires de covoiturage. L'augmentation des distances, l'augmentation des trajets domicile-travail est considérable. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on travaille sur un centre-ville, comment on s'adapte au mode de vie des actifs qui reviennent de plus en plus tard chez eux. Lorsqu'on est une commune de résidence, les actifs ils vont revenir dans la commune de résidence plutôt entre 18 et 20 heures. Comment le commerce s'adapte? Est-ce qu'il est toujours ouvert? Est-ce que la boulangerie a toujours du pain? C'est des sujets très basiques. Lorsqu'on est pôle d'emploi, est-ce qu'on est ouvert le midi pour capter les actifs? Le sujet des actifs et le sujet des temps sociaux est extrêmement important. On a sorti une étude courant 2018 là-dessus.
qui, à mon avis, doit nous interpeller, cette question du développement économique des centres-villes. On a fait un truc très simple. On a pris une page d'agenda sur une semaine. On a noté les périodes classiques d'ouverture des commerces sur une semaine. Et là-dessus, vous mettez un deuxième calque. Vous mettez le temps disponible des actifs pour consommer. Ça coïncide à hauteur de 22%. Sujet considérable. Pas un sujet de modernisation de point de vente. C'est pas un sujet numérique. C'est juste un sujet d'adaptation des éléments. Alors ça pourrait être un sujet numérique. Parce qu'il ne s'agit pas que les commerces soient couverts 24 heures sur 24. Il y a comment on fait du click and collect, je commande chez le commerçant et je viens chercher les produits, même lorsque les commerces sont fermés. C'est la livraison à domicile. J'animais la semaine dernière avec toute une conférence sur la question de l'innovation servicielle dans les centres-villes. C'est pas pour se faire plaisir, c'est juste pour s'adapter au mode de vie des actifs. Et donc, ça, c'est 3 changements sociologiques considérables qui s'ajoutent à celui qu'on voyait juste avant, et puis qui va s'ajouter à un 3e changement sociologique aussi, qui est extrêmement important lorsqu'on va chercher, et je sais que c'est ce que vous recherchez aussi dans vos communes, à identifier quel sera le bon plan merchandising, quelles seront les bonnes typologies d'activités à accueillir dans un centre-ville, c'est ici ce que j'appelle, moi, la transformation de la société, d'une société en losange à une société en carafe. Si tant est que mon dessin de droite ressemble à peu près à une carafe. C'est quoi le changement sociologique? Dans les années 80-90, la société française, d'ailleurs la société européenne, j'étais à Madrid faire une conférence il y a 15 jours, on a exactement les mêmes problématiques, elle était de cette manière, structurée comme ça. C'est-à-dire une population aisée, qui était à peu près l'équivalent de la population à niveau de revenu réduit, et puis surtout on avait une classe moyenne. D'ailleurs, moi quand je fais des enquêtes auprès des commerçants avec mes collaborateurs dans les centres-villes, quand on interroge les commerçants sur leur typologie d'activité, de positionnement, ils disent « Oh, moi je suis moyenne gamme ». C'est dommage. Parce qu'en fait, dans le changement sociologique, le moyenne gamme n'existe plus. Effectivement, on a eu une croissance de population forte à niveau de vie réduit, mais on a eu une croissance aussi de la population aisée. Et donc, on a une disparition progressive des classes moyennes. Ce qui se traduit dans plein de trucs, dans la politique, dans la répartition des votes, c'est exactement ces sujets-là. Si vous prenez par exemple le secteur de l'automobile, pour bien comprendre le truc, tant que Renault, Peugeot étaient sur le moyenne gamme, ça ne marchait pas. Renault, qu'est-ce qu'ils font? Ça marche très bien en Dacia. Citroën va plutôt aller là, ils sont en train de créer la marque, relancer la marque DS pour aller chercher cette position-là. Quand vous regardez dans l'automobile, les marques qui fonctionnent avec des taux de croissance forts, c'est BM, Mercedes, Audi, et puis c'est Dacia et les autres éternels. La question qu'il faut qu'on se pose maintenant par rapport au centre-ville, on n'est pas là pour parler de voiture, c'est comment on adapte le commerce à ça. Moi, j'ai des vraies craintes, on le voit quand on accompagne des commerçants coaching, des choses comme ça. Les commerçants qui sont positionnés sur un milieu de gamme, ils souffrent énormément. Énormément. Alors, est-ce qu'il y a pour un commerce au centre-ville à se positionner sur une population à niveau de vie réduit? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce marché du niveau de vie réduit, il est en train d'être grignoté par tous les circuits de l'économie circulaire, sur tous les circuits, les marchés listes, les ventes d'occasion, etc. D'ailleurs, regardez, Lidl. Lidl, clairement, qui était là, avant. Quand vous regardez les nouveaux magasins Lidl, qui doivent, en tant qu'élus, vous harceler pour passer au format de 1200 m² pour avoir le nouveau concept de marchand, c'est plus du tout des produits sur des palettes. Quand vous regardez les catalogues Lidl pour la fin d'année, c'était des catalogues de chez le nôtre. On vient tout remonter en gamme. Et donc pour le centre-ville, ça nécessite de se questionner. Quel choix de stratégie je fais quand je suis commerçant pour s'adapter à ces évolutions? Donc ça, oui, on sait faire. La population au niveau de pays réduit, oui, on sait faire aussi sur les centres-villes. Bien évidemment. On a plein de concepts. Regardez, des marques, alors ici on est plutôt sur la périphérie comme Primark, on est effectivement, alors toute classe, mais en particulier sur la recherche effectivement de masses de consommation qui sont importantes.
Ça va impacter plein de choses. On le reverra tout à l'heure dans les transformations qu'on doit évoquer. Donc on voit qu'il y a des transformations commerciales, des transformations sociologiques qui sont particulièrement importantes. Et puis, l'émergence d'une nouvelle proximité, très clairement, ça sera quoi le commerce de proximité demain? Est-ce que ça sera toujours d'avoir un commerce près de chez soi? Ou est-ce que ça sera d'avoir ses courses dans sa boîte aux lettres? Il faut s'interroger là-dessus, sur le rôle de la proximité. Et je prends souvent l'exemple, c'était l'an dernier, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai animé une conférence pour la Chambre de commerce de Strasbourg Eurométropole, et discutait dans le cocktail après, puis il y avait un chef d'entreprise élu consulaire qui était là, il me demande quelle activité il avait, il dit moi je fabrique des boîtes aux lettres de père en fils depuis 1800 et quelques. Marché de la boîte aux lettres, ça va pas être simple, bêtement, j'aurais dû réfléchir un petit peu. Il me dit mais non, on fait un carton sur le marché de la boîte aux lettres. On en vend au Luxembourg, on en vend aux Pays-Bas, on en vend en Allemagne, mais on fait de la boîte aux lettres réfrigérée. Eh ouais. Eh ouais. Et ça marche très bien. Dans la conception d'immeubles aujourd'hui, et je suis avec toute mon équipe, on se fait un petit séminaire, l'an dernier on était en Allemagne, et le mois prochain on va à Rotterdam. Quand vous regardez la composition, la structuration aujourd'hui des nouveaux immeubles, recomposition de l'habitat, vous avez les boîtes aux lettres pour le courrier, qui sont de plus en plus petites, sauf pour les colis, et vous avez un premier niveau, qui sont de boîtes aux lettres réfrigérées. Il y a une attente très forte de praticité. Peut-être que dans un centre-ville demain, plutôt que l'union commerciale travaille sur les animations de Noël, peut-être qu'elle travaille sur la question d'un service de livraison à domicile. Ce sont des gisements d'emplois économiques, cette proximité. Juste pour l'illustrer, on a la chance, au sein de l'agence, de travailler à 80% pour la commande publique et à 20% pour du privé. Dans ces 20% de privé, on a travaillé avec une enseigne de réputation mondiale, super importante, et de réputation gastronomique énorme, c'est McDo. Et McDo nous dit voilà, nous on voudrait reloquer nos restaurants. On sait exactement ce qu'il faut faire pour répondre à ce défi social, collectif, qui est de faire manger un maximum de burgers à la population. Il faut réaménager les restaurants. Ils nous disent, nous on sait ce qu'il faut faire, il faut que les cuisines soient vitrées pour que le consommateur voit comment sont fabriqués les très bons burgers, avec une grande qualité gastronomique. Il faut des espaces pour que les gens puissent travailler, déjà la Wi-Fi, comme des imprimantes. Ils disent, mais bon, on aimerait quand même que vous fassiez quelques tables rondes de consommateurs, quelques enquêtes que vous analysiez par rapport à notre travail sur la prospective. Puis on revient les voir 2 mois plus tard. Puis alors, c'est ce qu'ils veulent. En fait, le consommateur, il dit, ouais, c'est bien, rénover. Le consommateur est toujours content quand le magasin est rénové, le restaurant est rénové. Mais la demande principale du consommateur, c'est la livraison à domicile. Le seul truc qui ferait consommer plus chez McDo, c'est d'être livré à domicile. Alors McDo dit non, ça ne marchera pas. Sauf que McDo fait la livraison à domicile. Il y a eu 2 pays où ils en faisaient historiquement, je ne sais pas pourquoi, en Australie et en Inde. Et puis ils l'ont testé, avec d'abord Uber Eats, etc. Et ça fait un carton. Et là, ils sont en train de lancer progressivement McDelivery sur différents. Juste pour vous montrer au-delà de la question de McDo, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur il est prêt à payer le service. Et que le consommateur, ce qu'il veut, c'est du loisir, du temps pour lui et de la praticité. Et comme il passe de plus en plus de temps sur la route à faire des allers-retours entre son job et sa maison, eh bien, il a envie de gagner du temps sur ses trajets en matière de commerce. Et ça, la génération Z sera très sensible. Et ça, la senior économie, elle sera aussi extrêmement sensible à cette question. La dimension servicielle du centre-ville, que ce soit de la conciergerie de centre-ville, que ce soit de la livraison à domicile, que ce soit du click and collect. Je ne parle pas du click and collect pour retirer l'Amazon, je parle de click and collect de centre-ville. Seront des défis à aller chercher, des défis d'innovation. Mais sans cette innovation-là, on n'arrivera pas à débloquer les marchés. Parce qu'aujourd'hui, le sujet du commerce, c'est qu'avec cette offre supérieure à la demande que l'on a, parce que c'est bien ça finalement, entre les mètres carrés qui s'accroît, le digital, le marché de l'occasion,
le marché du circuit court. C'est la première fois que depuis que le commerce existe pour des formes modernes en France, qu'on est passé à une offre supérieure à la demande. Et que l'existence du centre-ville, commercialement parlant, elle réside dans l'innovation que l'on fera pour justement exister dans une offre qui est supérieure. Il va falloir qu'on réinvente complètement le système, qu'on réinvente justement l'approche des centres-villes. Et c'est aussi pour ça qu'avec une offre supérieure à la demande, ce n'est plus le commerce qui créera les flux dans un centre-ville. Le commerce, il aura besoin d'autre chose. Et si on travaille uniquement, voire de trop, sur la fonction commerciale, on n'arrivera pas à revitaliser. D'ailleurs, tout à l'heure, en buvant un café, je disais un truc qui m'interpelle, et qui illustre bien ça. Dans les enquêtes qu'on réalise, là j'ai réalisé dernièrement une enquête pour l'agglomération du Grand Poitiers, j'en ai réalisé une autre enquête là, dans la région lilloise. On interroge les consommateurs sur votre territoire, quels sont les commerces qui vous manquent ou les produits qui vous manquent. Question que je pose depuis une vingtaine d'années. Et on avait toujours 70% des consommateurs qui nous faisaient des réponses. Aujourd'hui, première réponse, rien. Rien. 30%. Deuxième réponse, 25%, je ne sais pas. Non, mais c'est important. Ça veut dire aujourd'hui que quelquefois, on est en train de réfléchir, tiens, quelles offres supplémentaires il faut mettre. Alors oui, il faut aller chercher des enseignes très précises. Oui, il faut réfléchir là-dessus pour compléter un parcours marchand. Mais la demande du consommateur n'est plus aujourd'hui de rajouter des mètres carrés au mètre carré et des commerces au commerce. La demande du consommateur, on va y revenir, c'est de trouver autre chose que du commerce dans les centres-villes. Le défi, il est là. Et c'est parce qu'on va travailler sur autre chose que le commerce fonctionnera. Mais c'est pas en rajoutant plus de commerce que le commerce marchera mieux. Oui, il faudra densifier. Oui, il faudra restructurer. Peut-être que les centres-villes de demain seront plus petits, moins étalés, et plus concentrés pour avoir un effet de masse. Donc il va falloir vraiment qu'on intègre ce profond changement. Alors, et comment on va l'intégrer, ce profond changement? Bien, en regardant quels sont les leviers de transformation du centre-ville. Alors, là, c'est plus des questions de méthode qu'il faut qu'on aborde. Des questions de méthode en se disant que, finalement, pour restructurer un centre-ville, sur ses fonctions économiques, puisque c'est bien le sujet, on va parler d'économie, mais pas que. Déjà, on va se poser différentes questions. Je pense que ça, c'est des questions qui sont importantes. Quand on commence une mission de conseil, ce qu'on fait au quotidien, parce que mon job, c'est pas de faire des conférences, mais c'est de travailler surtout avec les élus sur le terrain, c'est se poser 4 questions. C'est des questions que je pose aux élus avant de commencer la mission de revitalisation. La première question que je pose, on parle de commerce et d'économie. La première question que je pose, c'est qu'est-ce qui donne envie d'habiter au cœur de ville aujourd'hui? Première question. J'étais l'autre jour dans une ville de Bretagne. Mon club de foot est en mauvaise posture, classement de L1, je n'ai pas dit non, où les élus, quand je leur ai posé cette question-là, m'ont dit le centre-ville, bah, c'est pour les gens, mais nous, on a des maisons un peu plus loin du centre-ville. Bah ouais, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'on ne travaille pas, c'est la désirabilité du centre-ville pour habiter. Et vous savez que dans un centre-ville, lorsqu'il y a 13% de commerce vacant, c'est que l'on a généralement 26 à 30% d'habitat vacant. Et le problème du commerce de proximité dans les centres-villes est avant tout lié à l'insuffisance de clients de proximité. Clients de proximité, c'est quoi? C'est ceux qui vivent à 3 à 5 minutes du centre-ville. Et aujourd'hui, c'est vide. Dans beaucoup. Alors, dans des petites communes, dans des plus grandes villes. Mais si vous prenez sur les communes à consonance balnéaire, vous avez, je travaille sur La Rochelle actuellement. La Rochelle, on a 20% d'habitat vacant en centre-ville. Vous avez 20% de Airbnb et à peu près 20% de résidences secondaires.
60% de l'habitat, finalement, n'est pas utilisé toujours l'année. Automatiquement, le commerce de proximité, on se tenait qu'à La Rochelle, le commerce alimentaire de proximité souffre. Ben oui, il n'y a pas assez de clients de proximité. Donc la question de l'habitat va être importante. Mais aussi, qu'est-ce qui donne envie de venir au cœur de ville pour se balader? Tout simplement. Qu'est-ce qui donne envie aussi de venir travailler en cœur de ville? Vrai sujet. On ne considère pas les centres-villes comme un lieu d'activité économique. Alors, je sais, vous en avez parlé, qu'à Toulon, il y a des choses très intéressantes qui se passent, plus sur l'économie numérique, mais il faut réinvestir les centres-villes sur la question de l'emploi. Parce que si on met l'emploi à l'extérieur, on donnera automatiquement envie aux gens d'aller vivre à l'extérieur. C'est évident. Et donc, on a un défi. Et quand vous regardez d'ailleurs la génération Z, est-ce que vous pensez que la génération Z, elle ira travailler dans des espaces tertiaires de périphérie, sans aucune aménité, où il faudra prendre sa voiture pour aller chercher un sandwich le midi? C'est pas de la science-fiction, hein, il y a des trucs comme ça. Maintenant, cette génération Z, elle se verra pas là. Donc, réintégrons aussi pour les entreprises dans les enjeux de recrutement, bah, comment on intègre cette fonction tertiaire dans les centres-villes. Et puis, qu'on donne aussi envie aux acteurs existants d'investir. Ça, c'est toute la question aussi de la stratégie. On dit, tiens, les commerçants ne rénovent pas, tiens, les investisseurs du tertiaire n'investissent pas le centre-ville. Mais quelle histoire on raconte? Quelle stratégie on leur propose? Est-ce qu'on leur explique comment le centre-ville va évoluer dans 10 ans et que si ils investissent à cet endroit-là, ils peuvent y aller parce qu'en même temps, ça renvoie à la question du scope du PLU, on aura évité que ça prolifère sur les espaces de périphérie. Il y a des vrais choix à faire. Donc, interrogeons-nous dès le départ sur ces questions-là. Et une fois qu'on s'est interrogé sur cette question-là, eh bien, il faut qu'on s'interroge sur ce qu'est le périmètre de centre-ville aussi. Ça, c'est une vraie question. Alors, volontairement, ici, je n'ai pas pris le périmètre d'une grande ville. Je travaille actuellement sur la question du périmètre du centre-ville de Strasbourg, qui nous pose plein de questions, mais là, j'ai pris l'exemple d'une petite ville, Saint-Vallier, dans la Drôme, 6-7 000 habitants. Sujet très intéressant avec les élus, juste pour illustrer les problématiques et de bien définir des périmètres. À Saint-Vallier, il y a un centre ancien, 25% de commerce vacant, 50% d'habitat vacant. Les élus nous disent, c'est là qu'on veut revitaliser. Nous, on leur dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est là qu'est votre centre? Parce que quand je regarde les évolutions du centre, moi je vois un centre-ville qui devient de plus en plus linéaire, parce que finalement, le commerce qui a été limité jusqu'ici, il se met partout. Ici, il y a un rond-point, et on traverse le Rhône ici, puis on continue vers les zones commerciales. Est-ce que c'est pas ça le centre-ville? Puis on a mis quelques équipements médicaux de ce côté-là. Parce que finalement, le centre-ville, il n'est pas en train de se structurer par là. Mais on leur dit, mais depuis 10 ans, vous faites quoi en termes d'investissement public? Tous les investissements publics, vous les avez faits de l'autre côté du bras secondaire du Rhône. Nouvelle médiathèque, à cet endroit-là. Aménagement de la place de Champ de Mars, à cet endroit-là. Maison médicale, à cet endroit-là. Opération mixte avec du commerce au rez-de-chaussée, du logement, des résidences pour seniors, à cet endroit-là. Le centre-ville, vous l'avez mis là. Point à la ligne. C'est pas la peine de raconter l'histoire, on n'arrivera jamais à revitaliser ici. Parce que ici, on a du commerce vacant, mais rien ne donne envie d'habiter, et rien ne crée du flux, puisque tout ce qui crée du flux, on l'a mis là. Hop, ici. Tout ça pour vous dire que la revitalisation commerciale d'un centre-ville, il ne suffit pas de dire on va racheter les locaux commerciaux vacants, parce qu'on pourrait racheter les locaux commerciaux vacants. Mais si vous mettez des commerçants ici, où il y aura zéro flux, où on n'a quasiment pas d'habitants, il faudra peut-être qu'on attende 15 ans pour retrouver des habitants, et 15 ans c'est long pour un commerce qu'on implante, avant de trouver une rentabilité. Donc il faut qu'on réimagine l'attractivité commerciale, l'attractivité économique des centres-villes, pas seulement sur la question du commerce, mais sur la question d'un périmètre pertinent, et dans ce périmètre pertinent, on va chercher à faire interagir 4 fonctions qui sont éminemment stratégiques. Pour moi, un centre-ville ne fonctionnera que s'il y a 4 fonctions qui fonctionnent. Il n'y a pas d'ordre. Et c'est ces 4 fonctions-là qu'il va falloir travailler conjointement. Lorsqu'on travaille sur des stratégies de centre-ville, la fin de semaine dernière, on bouclait celle de Cholet, par exemple, dans les
Pays de Loire, on a appelé récemment celle de Valence, on travaille sur celle de Bastia actuellement, on travaille sur ces 4 fonctions. Alors, il n'y a pas d'ordre dans les fonctions, mais si on prend la fonction habitat, je vous ai parlé du taux de vacances de logement, mais si on prend un autre élément extrêmement fragilisant pour les centres-villes, c'est qu'au-delà de la question de la vacance du logement, quand on regarde la population qui vit dans les centres-villes, et que vous regardez le profil sociologique des habitants des centres-villes, les profils sociologiques des habitants du centre-ville est aujourd'hui exactement le même, hormis les grandes métropoles, est exactement le même que dans les zones urbaines sensibles. Même dépendance aux revenus sociaux, même taux de chômage élevé, même niveau de précarité et de paupérisation. J'ai eu la chance d'écrire la stratégie de revitalisation du centre-ville de Marseille, exactement dans ce phénomène-là. Quand vous comparez la population qui vit dans le cœur de ville de Marseille, la population qui vit dans les quartiers nord, on a les mêmes sociologies. Et donc automatiquement, si on veut une activité économique qui fonctionne dans le centre-ville, il va falloir qu'on travaille la question de diversité de population. On travaille la question de la richesse de population. Il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit de travailler de la mixité. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de mixité dans les centres-villes. Et mixité sur les familles aussi. Parce que dans les centres-villes, vous avez à peu près 40% de la population qui sont ce qu'on appelle des personnes seules, ménages monoparentaux, personnes âgées. La question de la place des familles dans les centres-villes est un défi essentiel, qui ne se résolvera pas que sur la question de l'habitat, on va y revenir après. Donc, fonction habitat qui va être un enjeu essentiel. Il y a des enjeux de rénovation, pour les métiers de l'artisanat aussi. Il y a des leviers de croissance qui sont colossaux de ce côté. La fonction service. Dans la fonction service, ici, je ne suis pas en train de mettre les banques, les assurances et les agences immobilières. Pour moi, ici, ce sont les services non marchands. C'est-à-dire les services publics. On a besoin de services publics dans les centres-villes. Arrêtons la fuite des services publics vers les extérieurs. Le service culturel. Travailler médiathèque en cœur de ville à ce sujet-là. On a besoin d'aller chercher et de conserver plus exactement ces équipements en cœur de ville, parce que ce sont eux qui feront du flux. Et puis il y a un sujet, surtout pour les tailles de ville plus petites, c'est la question des professions médicales. Les professions médicales, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la désertification, je ne suis pas calé pour vous parler de la désertification médicale. Par contre, il y a le sujet de la spatialisation des fonctions médicales. On sait que la médecine, d'être toute seule dans son cabinet, n'existera plus dans 10 ans. Sauf qu'on les met où, les espaces médicaux de demain? Quand on regarde le phénomène, j'ai alerté au niveau du ministère l'Agence nationale de la santé publique, en disant aujourd'hui, dans le plan Action Cœur de Ville, on donne du pognon aux collectivités pour retravailler la centralité, et dans l'Agence nationale de la santé, on donne du pognon pour créer des maisons médicales en dehors des centres-villes. Ce qui ne va pas. Donc le centre-ville, c'est pas un truc qu'on travaille tout seul sur la question du commerce, mais il faut tout travailler. Et ce sujet-là est essentiel. Parce que d'ailleurs, est-ce qu'on imagine, parce que c'est ce qu'on est en train de faire si on ne fait pas attention, dans le plan Action Cœur de Ville, il y a beaucoup d'aide pour l'habitat. Et donner envie à des gens d'habiter dans un centre-ville alors qu'on met les services à l'extérieur, ça va marcher. Et pourtant, c'est quelquefois ce qui fait pourquoi. Parce qu'en plus, on a une caractéristique très française, c'est de raisonner en silo. Il y a un service qui s'occupe du commerce, qui ne parle pas beaucoup au service qui s'occupe de l'habitat, qui ne parle pas beaucoup au service qui s'occupe de l'économie, qui lui-même ne parle pas beaucoup au service qui s'occupe des mobilités, et finalement chacun fait des choix qui sont très pragmatiques, chacun dans son silo. Et du coup, on éparpille les fonctions. Alors que le centre-ville, il a besoin d'intensité. Intensité sur l'habitat, intensité sur les services, et puis d'intensité économique aussi. La question, moi je me bats beaucoup là-dessus, la question du tertiaire. Arrêtons de tartiner en tertiaire, en périphérie, et glisser tout l'emploi vers la périphérie. Le taux d'emploi est très très faible dans les centres-villes aujourd'hui. Alors si, dans la première couronne autour du centre-ville, effectivement, mais dans le cœur de ville, on a un taux de vacances dans le bureau du centre-ville qui est colossal. Mais les bureaux, c'est pas que l'apanage des
grande ville, une commune de 10 000 habitants peut travailler la question du tertiaire dans le centre-ville. Alors, par contre, ce tertiaire du centre-ville, il va falloir le faire évoluer, rénover. Il va falloir retrouver des espaces. Alors, on travaille beaucoup sur des tiers-lieux, des espaces de coworking. C'est pas pour faire bien, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, avec en plus la question du télétravail qui va se développer certainement aussi, des bureaux, c'est des trucs qu'il va falloir intégrer, y compris sur les communes, et surtout sur les communes qui sont à 30-40 km du pôle. Mais d'avoir des lieux, justement, qui soient adaptés aux nouvelles générations d'actifs, c'est un sujet important. Il va falloir qu'on fasse preuve de créativité aussi dans les différents lieux, avec effectivement des lieux qui deviennent des lieux de rencontre, des lieux hybrides. On est dans cette hybridation-là. On travaille là sur Béthune, sur un lieu qui s'appelle La Fabrique, qui est un espace de coworking. Finalement, au-delà du coworking, c'est devenu une sorte d'incubateur entreprise avec un vrai travail sur l'innovation. Parce que bien souvent, je sais que vous travaillez autrement ici, il faut le dire quand même que les pôles d'innovation, on les met souvent à l'extérieur. Les pôles d'innovation, on n'a pas besoin de milliers de mètres carrés pour faire venir bosser des gens qui bossent tout seuls sur leur ordinateur. Sauf que ces gens qui bossent tout seuls sur leur ordinateur, le midi, ils consomment, le soir, ils consomment. Et c'est peut-être ça aussi qui leur donnera envie d'habiter le centre-ville. Donc arrêtons de segmenter les fonctions et imaginons avec, pour les démarches type Station F, il y a la restructuration. Je crois que c'est une agence toulonnaise qui a restructuré ses bureaux, une agence d'archi, je crois. On a beaucoup d'innovations à trouver dans les formes urbaines, formes architecturales, pardonnez-moi, dans les centres-villes. Mais ça, c'est un défi qui est colossal, parce que autant la question de l'habitat, on l'a bien intégrée, autant la question des services publics et autres, qui sont des lieux d'emploi aussi extrêmement importants. On commence à l'intégrer. Je trouve qu'on n'a pas pris conscience de l'enjeu du tertiaire dans les centres-villes. Et en plus, on sait très bien, toutes les études au niveau national le montrent que la France suivra le même mouvement que sur l'Angleterre. La croissance d'emploi, elle se fait sur le tertiaire aujourd'hui en France. On sera de moins en moins un territoire d'industrie. On voit bien, tous les mouvements européens, c'est le glissement de l'industrie vers les pays émergents. Par contre, on a des richesses d'innovation, des richesses de formation, parce que si on veut développer aussi de l'immobilier d'entreprise en centre-ville, il va falloir qu'on soit en lien avec les équipements, en tout cas les centres de formation, les universités, les écoles. Là aussi, vous avez, je crois, sur Toulon, des perspectives d'investissement qui sont fortes sur ces. Donc, cette dimension-là, tertiaire, c'est un défi important. Si je reviens un petit peu en arrière, pardonnez-moi, quatrième fonction, c'est la fonction identité. La fonction identité, c'est juste le truc qui donne envie de venir se balader et de faire du loisir dans le centre. C'est juste ça. Pour voir si la fonction d'identité dans notre ville, commune, fonctionne ensemble, il faut juste se dire, est-ce que lorsque vous avez des amis ou de la famille, vous ne savez pas quoi faire, est-ce que la première chose que vous faites, c'est d'aller dans le centre-ville? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a un problème d'identité. L'identité, c'est les espaces de convivialité, c'est la dynamique culturelle, c'est la dynamique d'animation, c'est les terrasses, des bars, des cafés. C'est tout ce qui crée du lien social. Et ça va être extrêmement important. Parce qu'à l'aune d'une société de plus en plus digitalisée, on aura de plus en plus besoin de lieux de convivialité. C'est pour ça que le coworking, le co-living, la co-construction, tout ce qui est co là, se développe énormément parce que c'est besoin de retrouver du lien. D'ailleurs, sur le mouvement des Gilets jaunes, la question du lien social, quelque chose de fondamental aussi. Donc, regardons bien ces marqueurs de société et il va falloir que le centre-ville préempte cette notion-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant de moi, c'est quand on travaille et qu'on rencontre des promoteurs de centres commerciaux. Aujourd'hui, sur quoi ils travaillent, les promoteurs de centres commerciaux? Sur ça. Ils ont un truc, c'est the dining experience. Plus les espaces de restauration et de loisirs sont sympas, plus les gens viendront manger et plus ils consommeront dans les commerces qui sont autour. Il va falloir qu'on fasse exactement la même démarche dans les centres-villes. Donc, les 4 fonctions de centre-ville, défi important,
Et une fois qu'on a structuré les 4 fonctions de centre-ville, là oui, on peut travailler sur le commerce. Là oui, on peut travailler sur le stationnement. C'est ce que j'appelle après la démarche, pardonnez-moi, si c'est dans le sens, à 360 degrés. C'est ça. Mais tant que je n'ai pas travaillé sur les 4 fonctions, ça ne sert à rien de travailler sur le stationnement. Travailler du stationnement, pourquoi? Alors que je n'ai pas travaillé sur l'habitat, je n'ai pas travaillé sur les services. Hier, j'ai eu un appel urgent d'une ville de l'Est de la France qui me dit: Monsieur Lestou, il faut qu'on revoie nos politiques de stationnement. On veut que ce soit gratuit le samedi après-midi. Ouais. Pas sûr que ce soit ça. Parce que si j'ai pas envie, si j'ai pas du tout envie de venir me balader le samedi après-midi dans ce centre-ville, je vais avoir un stationnement gratuit, qu'on le paye pour que je me gare, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Donc, ne mettons pas le stationnement comme la variable. Mais par contre, il faudra en parler une fois qu'on a travaillé les 4 fonctions. 360 degrés, c'est le sujet de la place de l'enfant. Moi, c'est un truc, je trouve, qu'on traite extrêmement mal. De tout temps, l'enfant est un prescripteur. Lorsqu'on choisit un lieu d'habitat et qu'on met une famille, on regarde la question de la place de l'enfant. Est-ce que dans les centres-villes, on traite la place de l'enfant aujourd'hui? Est-ce que c'est sympa de descendre d'un immeuble et de pousser une poussette dans les rues? Est-ce que c'est sympa de venir se balader avec des enfants? Est-ce qu'on trouve des espaces ludiques? J'ai travaillé sur le centre-ville de Pau, par exemple. On a travaillé tout le réaménagement du centre-ville de Pau en travaillant sur la question de la place de l'enfant. D'ailleurs, même pour le lancement du réaménagement, on a fait du prêt de trottinettes dans les rues. C'est-à-dire que le centre-ville devienne un terrain de jeu. Et du coup, ouais, l'enfant dira, ouais, on va faire des courses, ouais, ok, on va dans le centre-ville parce que c'est sympa, il y a des trucs à faire. Pour consommer, et pour habiter, la place de l'enfant pour habiter, c'est un sujet aussi extrêmement important. On a travaillé sur le centre-ville de Marseille, les îlots, où on s'est dit, tiens, en rez-de-chaussée, si on veut que l'habitat soit attractif pour les familles, est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette des lieux pour stocker les vélos, pour stocker les poussettes, des buanderies collectives? Tous ces sujets-là sont importants. Il n'y a pas que le commerce, hein. C'est aussi la place de l'enfant en général. Ensuite, tout ce qui est café, terrasse, ce qui est terrasse des cafés et des restaurants, pardonnez-moi, le commerce en fait partie, le centre-ville connecté. Ça, c'est un sujet important. La Wi-Fi de centre-ville. Alors on se dit, ouais, mais tout le monde a la 3G, la 4G, des forfaits, machin. Bon, alors, tout le monde n'a pas ça. Dans les générations Z, il y en a plein qui n'ont pas ça. Dans les clientèles étrangères en matière de tourisme, il y en a plein qui, quand on va à l'étranger, est-ce qu'on consomme son forfait donné comme ça? Même si aujourd'hui, au niveau européen, c'est plus facile. Non, on essaie de se connecter à la Wi-Fi. McDo, au-delà de la qualité gastronomique extraordinaire, les cheese. Il y a un truc qui est extraordinaire, c'est la qualité de la Wi-Fi. Est-ce qu'on va plus chez McDo le midi pour la Wi-Fi ou pour le cheese? De vraies questions. On est à l'aune d'une société connectée. Je pense que si on veut faire aussi habiter dans les centres-villes, il faudra qu'on regarde est-ce que la 3G et la 4G passent dans les différents rues du centre-ville. Ce sont des critères de choix. La question de la fibre dans les centres-villes. Je voyais un territoire, l'aménagement de la fibre, le déploiement de la fibre, c'était autour du centre-ville, les centres-villes uniquement en 2022. Il y a plein de fibre comme ça. Je comprends pour des raisons techniques. Sauf qu'en termes de stratégie, c'est pas évident. Quand vous avez aujourd'hui une famille qui vient s'implanter et que vous arrivez avec des enfants qui ont entre 10 et 15 ans, la qualité du débit est un critère de choix. Regardons ces éléments-là. La place du piéton, oui. Et puis, tout ce qui est aussi patrimoine, architecture, mise en lumière. J'insiste sur la question de la mise en lumière. 70% des achats dans le commerce de proximité en France se passent aujourd'hui entre 17h30 et 20h30. Il y a plein de périodes de l'année où entre 17h30 et 20h30, il fait noir. Au-delà des questions de sécurité, c'est important aussi, mais surtout sur les questions de qualité de la déambulation, la question de l'éclairage du centre-ville. Important. Alors, c'est pas politiquement correct de le dire, puisque globalement, il y a des questions d'énergie, de maîtrise de l'énergie. Il faut mieux, effectivement. Alors, par contre, on peut éclairer mieux. Il y a des systèmes qui consomment moins. Et je pense qu'il faut qu'on se pose réellement de cette question. Et dans le centre-ville à 360 degrés, c'est justement, une fois
on vient à travailler les 4 fonctions, bien de voir comment on peut aussi travailler globalement à 360 degrés sur l'ensemble des sujets. Mais l'ensemble des sujets, vous en avez parlé tout à l'heure, vous en parlerez, c'est la question de la gouvernance, comment on met tout en musique aussi, parce qu'ici, c'est des services de la ville, des services de l'agglo, des services de la commune, des services de la côté de commune qui sont concernés. C'est comment tout le monde bosse ensemble, ça c'est un vrai sujet, c'est une condition de fonctionnement à 360 degrés aussi. Et puis, pour se dire qu'on a un commerce qui se transforme, on a un centre-bourg ou un centre-ville qui se transforme selon les 4 fonctions, il va falloir aussi qu'on organise cette transformation. Alors, dans l'organisation de cette transformation, je crois qu'il va falloir qu'on se dise des choses aussi, clairement, c'est qu'il n'existe pas, pardonnez-moi, de revitalisation de centre-ville si on ne protège pas les centres-villes dans les documents d'urbanisme. Ça n'existe pas. Un exemple que j'ai trouvé super intéressant, l'agglomération de Strasbourg. On travaille là actuellement sur la révision de leur SCOT, 2 volets, l'écriture de leur document d'aménagement artisanal et commercial, et puis on leur a dit un autre truc, on va faire un volet spécifique du SCOT, qui n'existe nulle part, qui est un volet centralité. Parce qu'on a un volet habitat, on a un volet commerce, mais un volet service éventuellement, mais à aucun moment on dit qu'est-ce qu'on doit trouver dans les centralités. Et donc sur le SCOT de Strasbourg, pourquoi on travaille avec eux? Parce qu'on les a alertés sur un truc. Dans leur précédent SCOT, ils disent un truc très bien. Ils disent par exemple, les commerces de moins de 300 mètres carrés de surface de vente doivent se trouver dans les centres-villes, centre-bourg ou pôles de quartier. Ça évite le commerce sur les monts. Très bien. Super, ça fait 5-6 ans que c'est écrit. Quand on fait un bilan, 80% des commerces créés sur l'agglomération de Strasbourg l'ont été en dehors des centres-villes. Pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, dans les PLU ou les PLUI, on a oublié de dessiner les périmètres de centre-ville et de centre-ville. Donc du coup, chacun fait ce qu'il veut. Le SCOT, du coup, il ne peut pas s'opposer, puisqu'on n'a pas défini ce que c'était qu'un centre-ville ou centre-ville. Donc il faut un peu de précision. Il ne suffit pas d'avoir des incantations. Je trouve qu'on fait beaucoup trop d'incantations sur la question des centres-villes et des centres-villes. Donc il va falloir qu'on reprenne les choses, en s'appuyant sur le SCOT, en s'appuyant sur le PLU. Et pour ça, il va falloir, très rapidement, parce que cette partie-là, on pourrait passer des heures dessus, déjà de se dire qu'il faut qu'on définisse ces périmètres de centralité. Dans un PLU, il est essentiel de définir le périmètre de centralité. Qu'est-ce qu'on appelle le périmètre de centralité? On vient de boucler le PLUI de La Rochelle. On a un volet centralité. Eh bien, il y a 19 communes sur le PLUI de La Rochelle. Et on a localisé, défini à la parcelle, quelque chose comme 35 centralités, parce que c'est une centralité de quartier. Qu'est-ce qu'on dit dans le PLUI de La Rochelle? On dit que dans les centralités, on doit y trouver les commerces de moins de 300 mètres carrés, classique. On doit y trouver les services au public. C'est-à-dire que le PLUI s'applique aussi à l'investisseur public. Et on dit que les professions médicales doivent s'y trouver aussi. Là, on a un truc qui est robuste et qui défend la question des centralités. Par contre, ça a nécessité beaucoup de gouvernance transversale pour expliquer. Ça oblige à faire comprendre à tout le monde que le PLUI, ce n'est pas la juxtaposition de différents volets, mais que dans le projet du PLUI, il y a un truc central. C'est l'avenir des centralités. C'est un projet de territoire, ce n'est pas des règles. Et puis, autre élément, c'est qu'on a fait aussi, et ça manque, un état des capacités de densification. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de tracer des traits. Si dans les centralités qu'on a tracées, on ne peut plus rien construire parce que tout est plein, qu'il n'y a plus dents creuses, qu'il n'y a plus de bâtiments vacants, effectivement, on ne peut rien développer. Sauf que dans la réalité des choses, dans tous les centres, on a un volume de consommation foncière possible, de réurbanisation, de réhabilitation d'énormément de bâtiments. Dans tous les centres-villes sur lesquels on peut travailler, on peut se dire qu'il y a quasiment 5 à 6 ans de consommation foncière qu'on peut travailler dans le centre-ville, soit sur des dents creuses, soit des bâtiments qu'on peut déconstruire, reconstruire, soit des bâtiments sur lesquels on peut faire des nouvelles aménagements. Donc il faut impérativement regarder comment on peut densifier. Et puis surtout,
L'autre élément, c'est qu'il faut attirer des investisseurs dans son centre-ville. Mais tant qu'on n'a pas écrit dans le PLUI que, par exemple, le tertiaire, pendant quelques années, ne se développera plus en périphérie, il n'y aura aucun investisseur qui est dans le centre-ville. Parce que l'investisseur, il dit, bah, ok, je veux bien dans le centre-ville. Ça coûte un peu plus cher. Par contre, moi, je vais être sûr de rentabiliser. Donc, si ça coûte plus cher dans le centre-ville et qu'en plus, vous laissez d'autres s'implanter sur les espaces de périphérie, faire la même chose que ce qu'on fait, ça ne marche pas. D'ailleurs, sur la question de l'habitat, c'est exactement la même question. On s'est rendu compte que, vous savez, la production de logements de type Pinel, qui se sont faits majoritairement en dehors des centres-villes. Généralement, quand vous créiez, dans un immeuble, quand vous créiez 2 logements Pinel, ça vous faisait une vacance dans le centre-ville, un logement. Parce que c'était les mêmes typologies. Donc de la même manière, si on veut qu'il y ait des investisseurs en habitat qui reviennent dans le centre-ville, il va falloir qu'on évite de faire les mêmes typologies de logements en périphérie et dans le centre-ville. Sauf à ce qu'on ait 20% de croissance de population tous les 5 ans. Où là, le marché pourra absorber tout. C'est rarement le cas. Donc on a besoin quand même de ça. Et la règle, je sais, lorsqu'on est élu, on a peur que la règle fiche les choses. Et donc on a peur de la règle. Et quand on a peur de la règle, on n'en met pas. En se disant la règle va faire fuir les investisseurs. Je crois que dans une situation économique tendue, d'offres supérieures à la demande sur à peu près tous les segments, l'investisseur il a besoin de règles pour être rassuré. L'investisseur il n'investira pas, qui plus est dans les centres anciens, si on ne vient pas le rassurer. Donc ça va être un élément important, sans quoi le reste, ça sera de l'incantation. Ce sera de l'argent dépensé, mais l'efficacité sera réelle. Et donc, l'enjeu, ça va être, pour accélérer, c'est simplifier l'investissement au cœur de ville, ça va être un élément important aussi. Lorsqu'on a écrit le rapport national sur les centres-villes, moi j'ai dit un truc au ministre, c'est que pour revitaliser les centres-villes, il faut les protéger, et que dans les centres-villes, ce qui serait quand même bien, c'est d'alléger la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un PLU ou un PLUI, on met des règles nouvelles. Et c'est majoritairement dans les centres-villes qu'on met plein de règles. Du coup, l'investissement en centre-ville n'est pas facile. Donc quand vous faites des révisions de PLU et de PLUI, essayez de simplifier l'investissement. Ça nécessite aussi de travailler beaucoup sur ces questions-là avec les services du patrimoine, avec l'architecte des bâtiments de France. Pour voir comment aussi on peut garder la valeur patrimoniale des centres-villes. Ce n'est pas dans une salle comme celle-ci que je dirais le contraire, que c'est extrêmement utile, tout en adaptant quand même le bâti aux usages contemporains. On a un défi là aussi. Autrement, là aussi, ça marche pas. Donc il faut qu'on arrête, qu'on simplifie, et puis qu'on arrête surtout de tout dupliquer. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait que les centres-villes fonctionnent, alors que depuis 10 ans, on met les mêmes types d'habitats en périphérie dans le centre-ville, on met les mêmes types de commerce en périphérie dans le centre-ville, et on met les mêmes types d'équipements publics en périphérie dans le centre-ville. Donc à un moment, il faudra faire des choix. Des choix de localisation préférentielle des différentes implantations. Implantation, et j'insiste, équipements médicaux compris équipements publics. Puis après, dans le commerce, il faudra travailler sur l'isolation. Donc là, on a des enjeux qui sont importants. Et que tout le volet, moi je travaille beaucoup, je passe à peu près 50% de mon temps aujourd'hui sur des volets centralité de PLUI. Il y a un volet où on parle décentralité, ce qu'on doit y trouver. Il y a plein de trucs extraordinaires à faire justement pour relancer l'investissement et protéger les centres-villes. Et puis de se dire aussi qu'on pourrait peut-être s'imprégner et, comment dirais-je, prendre exemple sur le modèle anglais. J'ai étudié le modèle anglais, je trouve ça assez intéressant. Ils ont créé, vous savez, en Angleterre, ils ont vécu, dans les années de thatchérisme, un libéralisme à tout crin qui a fait qu'on a construit de tout partout. Commerce, habitat, équipement public, etc. Et depuis les années de Tony Blair, ils ont créé un système qui s'appelle the Thunder Force. C'est inscrit dans la loi. Qui dit quoi? Il dit voilà, pour tous les équipements commerciaux, publics, d'enseignement, tous les équipements structurants du territoire, priorité au centre. Ensuite, on peut éventuellement être autorisé en périphérie du centre, mais à condition que l'on ait fait la preuve qu'on avait épuisé les capacités de densification du centre.
et que éventuellement on puisse aller un peu plus loin, mais à condition qu'on ait prouvé l'épuisement des capacités dans le centre et qu'on ait justifié, qu'on ait mené une étude d'impact pour montrer quel impact ça aura sur les flux. La loi française n'ira pas dans ce sens-là. Par contre, je pense que c'est au PLU et au PLI d'aller là-dessus. Par exemple, dans le document d'aménagement commercial, juste pour rester sur la question du commerce, du pays de l'Orient, on a fait un truc qui est de bloquer l'accroissement des zones commerciales de périphérie. C'est-à-dire qu'on a mis un plafond de croissance des mètres carrés sur les zones commerciales de périphérie de 5 000 mètres carrés sur les 10 ans qui viennent, alors qu'il y a eu 20 000 mètres carrés construits les 10 dernières années. Et on a dit, on pourra dépasser les 5 000 mètres carrés à une condition. C'est que le taux de vacances des commerces du centre-ville de Lorient soit en dessous de la barre des 8%. Dans les documents d'urbanisme, on a le droit aussi de faire le principe de conditionnalité. De dire, je bloque, mais je suis capable de débloquer si. Lorsqu'on est élu, c'est beaucoup plus facile à manier. Parce que signer un SCOT et on dit on bloque tout, bloquer tout sur 10 ans, on parlait de la question des moratoires, c'est pour ça que les moratoires, à mon avis, ne sont pas obligatoirement une bonne solution. Parce que qui peut imaginer l'avenir sur 10 ans en disant je bloque tout? Par contre, de dire je fixe des indicateurs, et c'est l'atteinte de tel indicateur qui nous permettra de débloquer une situation. Donc je crois qu'il faut s'en inspirer, d'autant que les évolutions de la loi Elan vont dans ce sens, justement. Tous ces principes-là. Je ne peux pas faire, je répondais volontiers aux questions tout à l'heure sur la question de la loi Elan. Les projets commerciaux, l'instauration d'une étude d'impact, avec dispositif anti-friche, priorité à la requalification de friche. Par contre, l'étude d'impact, on ne sait pas bien comment ça va marcher, l'étude d'impact. La loi Elan dit, voilà, pour les projets commerciaux, il doit faire une étude d'impact par un organisme indépendant. J'ai une enseigne qui est venue me voir, je vois ce qu'ils m'ont dit, ils viennent me voir, est-ce que vous êtes un organisme indépendant? Je dis oui. Mais par contre, il faudra qu'on soit d'accord, l'étude d'impact, ça coûte à peu près 5 000 €. Mais vous, l'enseigne, il faudrait que vous soyez d'accord pour que je sois complètement indépendant de me payer l'étude d'impact, même si je dis que l'impact est négatif. Et donc, il peut faire votre projet. Il me dit, ah ben non. Je ne sais pas comment ça va sortir l'étude d'impact, mais on ne va surtout pas sur ces sujets-là. Et voilà, c'est pour vous montrer la question de l'étude d'impact. Je voulais vous en parler aussi de ça, très rapidement. Vous disiez, Monsieur le Président, il n'y a que 2 villes sur le Var qui sont éligibles au plan Action Cœur des Villes, et derrière le plan Action Cœur des Villes, il y a les opérations de revitalisation territoriale, les ORT. Depuis le 1er janvier, toute commune qui a un projet est éligible au dispositif ORT. D'accord? Donc il va falloir, par contre, l'ORT, c'est pas que le commerce, hein, c'est commerce sur toutes les fonctions, comme le dispositif Action Cœur des Villes. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, mais c'est important. Sachant que, quand même, sur la question des ORT et du commerce et de l'urbanisme commercial, dans le périmètre d'une opération de revitalisation territoriale, vous pourrez, en accord avec le préfet, suspendre toute autorisation donnée en CDAC. Et vous pourrez même le faire dans le périmètre de l'intercommunalité concernée par l'ORT, pardonnez-moi pour être précis, et vous pourrez même demander au préfet de le faire dans les communautés de communes qui sont contiguës au périmètre de l'ORT. Donc, à mon avis, ça va donner lieu à de joyeuses discussions dans les intercos sur ce sujet-là, dans les agglos, mais il y a des choses qui vont changer. Et puis, autre élément sur la question du commerce, le document d'aménagement artisanal et commercial, le fameux DAC, intégré au SCOT, redevient obligatoire. Il avait été obligatoire jusque la loi Allure. La loi Allure l'avait supprimé, la loi Pinel, 3 mois plus tard, l'avait rendu facultatif. Et puis maintenant, la loi Elan le rend obligatoire. Donc ça veut dire aussi que ça va obliger à un peu plus de gestion. Et puis l'autre changement, c'est que les compagnies consulaires que vous représentez reprennent quelques rôles aussi dans les futurs CDAC, avec un rôle consultatif de ce côté-là. Alors, difficile hein, pour moi de résumer la loi Elan en juste un slide, mais voilà, je voulais vous montrer que tout ça change. Alors, pour accélérer la transformation,
pense qu'il faut qu'on se dise quelques petites choses, et j'en aurai quasiment terminé. Que la transformation qu'on a accélérée, il va falloir qu'elle s'appuie sur 5 leviers. Une transformation sociologique, on l'a vu tout à l'heure. Une transformation digitale, on l'a vu tout à l'heure. La question du centre-ville numérique, qui est un sujet extrêmement important. Je parle bien de centre-ville numérique, je ne parle pas uniquement de la question du commerce numérique. Parce que, finalement, je mène une mission pour la Caisse des dépôts et consignations sur, finalement, cette question de commerce numérique. Et la Caisse des dépôts dit, nous, voilà, on voudrait savoir quel type de plateforme de e-commerce faudrait-il qu'on subventionne dans les plans action terroristes. En fait, on se rend compte que le consommateur, il n'a pas envie de plateforme de e-commerce. Il y en a plein de plateformes de e-commerce. On va pas recréer une. Par contre, il y a un truc qui l'intéresse par rapport au numérique. Ce n'est pas un portail ou une appli sur les commerces de centre-ville, mais c'est une appli sur le centre-ville. Où il va pouvoir, à la rigueur, prendre rendez-vous chez le médecin, prendre rendez-vous avec les services de la collectivité, savoir ce qui se passe ce soir pour sortir, savoir quels sont les restos qui sont ouverts. Le commerçant, bien avant tout le monde, il est dans cette notion de centre-ville à 360 degrés. Lui, le centre-ville, il le prend comme une destination multifonction. Donc attention sur cette question du digital et du numérique, à ne pas confondre le commerce numérique qui, à mon avis, est la dynamique propre à chaque entreprise, et la question du centre-ville numérique, qui est là-dessus qu'il faut qu'on travaille collectivement. Il y a une vraie différence pour moi sur ces deux sujets. La transformation territoriale, oui, ça c'est une vraie question. Comment on aménage le territoire au regard finalement d'une population qui habite de plus en plus loin des centres-villes? Comment on infléchit la tendance? Ça c'est un vrai sujet d'avenir qui dépasse la question des centres-villes pour toucher les mouvements sociaux qu'on a pu connaître. Et puis il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la transformation écologique. Ça c'est un mouvement de fond. Comment on travaille aussi le centre-ville dans une dimension écologique? Plein de sujets là-dessus. L'agriculture urbaine. Tiens, la végétalisation du centre-ville, avec le réchauffement climatique, ça va être un défi extrêmement important. La chaleur urbaine, c'est compliqué à intégrer. Donc ça, il va falloir l'intégrer. Mais la transformation écologique, moi je pense qu'il faudrait gérer les centres-villes comme des écoquartiers. On crée des écoquartiers aux périphéries des villes, alors que finalement, le meilleur écoquartier, c'est le centre-ville. On a tout. On a la densité, on a les transports. Pourquoi aller recréer des écoquartiers à l'extérieur qu'il faut connecter par les transports en commun aux autres espaces? Donc la transformation écologique du centre-ville est un défi particulièrement important. Et puis, pour terminer, la transformation servicielle. La transformation servicielle, c'est finalement comment on intègre bien le fait que l'évolution du commerce, ça ne sera pas obligatoirement de rajouter du commerce à d'autres commerces, mais que ça sera aussi être capable de vendre du service supplémentaire. Conciergerie, livraison à domicile, tout ce qui va faciliter la vie du consommateur. On rentre dans une ère du serviciel. Et le consommateur, aujourd'hui, est le citoyen, est prêt à payer et a une vraie demande en service. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en terminant juste sur une phrase pour conclure, c'est de se dire que sur les centres-villes, comme sur plein de choses d'ailleurs, eh bien, les espèces qui survivent ne seront pas les plus intelligentes ni les plus fortes, et que les centres-villes qui survivront ne seront pas ni les plus intelligents ni les plus forts, mais en tout cas ceux qui sauront s'adapter. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, avant de répondre à vos questions.